Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, mercredi 30 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La journée de demain, jeudi 31 mars 2022, les syndicats de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes et celui des transitaires ont appelé à une journée marché mort sur l'ensemble du territoire de la ville de Niamey. Motif de ce mouvement, la facture certifiée, le recevement des taxes professionnelles et de la patente synthétique et le problème de passe avant. D'autres précisions avec le secrétaire général du syndicat national des transitaires, Sinata Habibou Gadou. Nous pensons que lorsque le Premier ministre intime l'ordre à ses subordonnés d'écouter les structures syndicales pour pouvoir discuter par rapport à un problème d'ordre général, je crois qu'il est nécessaire que les ministres acceptent ce que le Premier ministre leur a dit. Très malheureusement, nous nous trouvons dans la même situation. On n'a ni été contactés, ni été écoutés, encore moins être appelés pour entendre pour nous entendre, pour savoir ce que réellement nous voulons dire par rapport à la revendication. Voilà ce qui a mis au monde cette situation dans laquelle nous sommes immersés. Il y a des points par rapport qu'ils ont essayé de dire qu'ils ont pris en charge. Mais jusqu'à présent, chez nous, il n'y a pas eu d'évolution et nous ne voyons pas une situation qui serait changée. Donc voilà d'où nous avons pris le courage à deux mains pour leur faire comprendre que, en fait, si le Premier ministre intime l'ordre à un ministre d'exécuter, je crois qu'il est de bon sens que le ministre accepte de nous rencontrer, discuter avec nous, nous entendre, même s'il n'y aura pas de satisfaction, quand même, une structure syndicale, surtout un collectif de syndicats, des commerçants, des transferts, qui auraient déposé un préavis, devraient être écoutés. Nous n'avons pas voulu que cette situation soit là où nous sommes. Très malheureusement, certains l'ont cherché, mais je crois qu'ils sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Tout en faisant comprendre que nous avons été écoutés, très malheureusement, devant vous, nous le disons, et devant quiconque nous allons le dire que nous n'avons jamais été saisis, encore moins écoutés par le ministre en question, pour qu'on puisse discuter aisément par rapport aux problèmes que nous avons suggérés jadis. Donc voilà d'où nous avons jugé utile de revenir sur la force que nous avions. La seule force que nous avions, c'est le mouvement. Le mouvement, ça n'arrange ni nous, ni le gouvernement. Et s'il arrive à ce que le gouvernement, de son côté, fasse semblant de nous entendre alors qu'en réalité rien n'a été fait, il n'y a que à travers votre arme que nous allons toucher qui de droit pour lui faire comprendre que jusqu'à preuve du contraire, en fait, ces doléances n'ont pas été prises en compte, encore moins les nôtres, parce que le Premier ministre a instruit devant vous, en tant que, homme de médias, en tant qu'arme la seule arme que nous avions, et cette arme, elle dépasse une arme de destruction massive, parce que les médias que nous avions ont montré qu'à travers vous, le Premier ministre saura que jamais, encore jamais, nous n'avons été appelés par qui que ce soit pour discuter par rapport au problème que nous avons soulevé. Voilà d'où est né le problème. Sinon, nous ne voyons pas le péché qu'un ministre serait à même de ne pas nous recevoir, étant donné que nous avons une doléance qu'on avait soumise. Nous avons demandé une audience. On a fait jusqu'à 3 fois qu'on a repris la même lettre pour être reçu par le ministre des Finances et pour discuter par rapport au problème. Et je crois que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons été reçus que par la Chambre de commerce. Et également, deuxièmement, le problème concernant la douane, nous avons également écrit une lettre d'audience, une demande d'audience au DG des douanes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été reçus. Donc, je crois que le mécontentement qui nous oblige à être là où nous sommes, ce n'est pas de notre faute, ça ne nous arrange pas, ça n'arrange non plus pas les gouvernants, parce que je vois qu'il est une obligation pour le gouvernement de prendre en charge la question d'alimentation de tous les citoyens. Et il est important également, je n'ai jamais vu un pays dans lequel c'est le commerçant qui crie à la cherté de la vie, alors que nous, en tant que gouvernants, vous restez inertes sans pour autant réagir. C'était là donc Habibou Gado, le secrétaire général des syndicats nationaux des transitaires du Niger, Sinata, en collaboration donc avec le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Niger, donc, qui appelle à une journée marché mort demain, jeudi 31 mars 2022, sur l'ensemble du territoire de la ville de Niamey, pour entre autres dénoncer la cherté de certaines taxes. Restons toujours dans ce domaine
semaine, le mois béni de Ramadan, c'est dans quelques jours. Et comme chaque année à cette occasion, les prix des produits de première nécessité grimpent malgré la disponibilité des produits sur les marchés. Une augmentation appréciée diversement par les consommateurs dans ce reportage signé Asma Ousseidou et Chebou Guissou. À moins d'une semaine du mois de Ramadan, l'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale, à l'image du marché Haptegui, où divers produits beaucoup plus consommés pendant le mois de Ramadan sont déjà disponibles sur le marché, mais à des prix diversement appréciés par les clients. Chaque jour que Dieu fait, le prix des produits change. Maintenant, pour avoir le citron, il te faut 200 francs. C'est le préparatif de Ramadan. J'ai acheté ta 1000 francs. Il a dit 1200. J'ai dit 1000 francs, si ça peut aller. Il m'a donné 100 000 francs. J'ai acheté. En tout cas, le marché est un peu dur. Mais alhamdulillah, ça va un peu. Ça va. À la grâce de Dieu, ça va. Qu'il s'agisse du citron, du gingembre, de la menthe ou encore du tamarin, pour ne citer que cela, ils sont tous visibles. Seul le prix de la plante Hibiscus sabdarifa ou bissap a connu une hausse et pour cause la mauvaise saison de pluie qu'a enregistré le pays selon les vendeurs. Le bissap est en manque du fait de la saison de pluie qui n'a pas répondu aux attentes cette année. C'est pourquoi le prix de la tasse a grimpé de 750 à 1000 francs. Le prix du citron également, car le citron nous provient de Lagos. Son prix varie de 250, 500, voire 1000 francs CFA. Il est certes vrai que les autorités compétentes tentent de faire de leur mieux pour atténuer la cherté de la vie aux consommateurs nigériens, mais beaucoup reste à faire. Une subvention des produits de grande consommation pendant le mois béni de Ramadan serait souhaitable. Sa'a Matassa, c'est un nouveau programme axé sur les jeunes nigériens. Il a été officiellement lancé ce mercredi 30 mars 2022 par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. C'était à l'hôtel Radisson Blu. Ce programme financé par l'USAID est mis en œuvre par l'ONG Merci Corps. Précision avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Faciliter aux jeunes Nigériens l'accès aux opportunités économiques grâce à une formation technique personnalisée, une connexion aux structures de financement et un meilleur accès au marché motif de ce programme dénommé Sa'a Matassa, qui veut dire en langue Hausa la chance des jeunes. Ce dernier est financé par l'USAID à hauteur de plus de 19,6 milliards de francs CFA. Nous choisissons d'apporter un soutien adapté et inclusif aux besoins des jeunes du Niger. Ce programme aidera plus de 48 000 jeunes Nigériens. Cette activité vise également à aider les jeunes à s'engager de manière positive dans leur communauté. Youth Connect développera des partenariats locaux solides, en particulier avec les groupes d'agriculteurs et les comités de paix, afin de renforcer leur capacité à poursuivre les activités après la fin du programme. Cette initiative qui assure une meilleure vie aux jeunes, saluée par le président du Conseil national de la jeunesse, est mise en œuvre par l'ONG Merci Corps. La pertinence du programme Youth Connect Sa'a Matassa n'est plus à démontrer quand on sait qu'il cible les jeunes, lesquels constituent la majorité écrasante de la population sahélienne en général et celle du Niger en particulier. Le programme Youth Connect constitue de ce fait un pari pour l'avenir. En mettant au centre de son action les forces vives des communautés que sont les jeunes, le programme vise à fournir à ces jeunes un ensemble de ressources dans le but ultime de renforcer leurs atouts, leur autonomie
et leur engagement au sein de leur communauté respective. D'une durée de 5 ans, ce projet innovant au profit de la jeunesse est d'une importance capitale. C'est pourquoi, lançant officiellement les activités du doux projet, le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire demande aux ONG responsables de la mise en œuvre de ce programme de conduire à terme et conformément aux engagements souscrits le projet qui leur ont été confiés. Aux autorités et services techniques des zones d'intervention du projet d'accompagner les acteurs de cette mise en œuvre et de veiller à l'atteinte des objectifs. À la jeunesse et au Conseil national de la jeunesse de s'investir pour tirer le maximum de profit offert par ce projet. Enfin, à l'USAID d'assurer une meilleure capitalisation de cette expérience. Des bénéficiaires ont témoigné du changement que leur a apporté ce projet, tant sur le plan professionnel, économique et même social. Long de 960 mètres, le troisième pont sur le fleuve Niger de Niamey fait depuis quelques jours fait face à un problème d'ensablement. Et donc interpellé relativement à des séries de reportages, notamment sur la télévision, là-bas, les autorités de la ville de Niamey ont entrepris une vaste opération de désensablement de ce pont, ce qui redonne à cette infrastructure son image. Précision avec Boubacar Soleil et Ibrahim Aboukar. Le travail, l'engagement. Voilà en quoi l'on reconnaît un dirigeant qui se veut respectable et conscient de ses responsabilités. Il y avait en effet quelques jours de cela, le troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey affichait un visage pas du tout reluisant. Le long du pont était parsemé d'une grande étendue de sable, rendant du coup non seulement la circulation difficile, mais aussi avec le feu de vent. Ce tas de sable se déversait dans le fleuve déjà en situation d'ensablement. À la suite donc de quelques éléments de reportage diffusés par les médias pour décrire la situation, la réaction des autorités municipales ne se fait pas attendre. C'est ainsi que la semaine dernière, une vaste opération de désensablement a été lancée où d'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour rendre libre cette infrastructure, d'où cet époustouflant résultat. Un état de fait assez décontractant qui redonne à ce pont son visage d'antan que les usagers prennent plaisir à emprunter. Il serait alors peu judicieux de rester indifférent à la suite de cette réaction des autorités municipales. Il faut quand même, pour parvenir à maintenir ce cap, que les autorités mettent l'accent sur la sensibilisation et poursuivent de manière régulière les opérations de désensablement. Merci vraiment Boubacar. Du sport dans ce journal et c'est pour parler du escrime. Escrime, c'est cette discipline sportive peu répandue au Niger mais aussi peu reconnue. Le coach Mamadou Ibrahim explique les règles définissant cette pratique sportive ainsi que la place qu'elle occupe sur le territoire national. Il est interrogé par nos confrères du studio Kalangou. L'escrime, la définition de l'escrime même est très simple à comprendre parce qu'on dit l'art de toucher son adversaire sans être touché. Il y a 3 armes différentes, dont l'épée, le fleuret et le sabre. Donc si tu es escrimeur, tu vas pratiquer l'un des armes. Au Niger, il y a les ligues, donc chaque région en a. Au niveau de Niamey, il y a 4 clubs. La compétition, juste pour garder la cohésion entre les clubs, les escrimeurs, et pour aussi faire la promotion de l'escrime nigérien. Non seulement la discipline est mal connue, et au niveau du ministère, on n'est pas vraiment... Vous savez, les sports sont vraiment classés d'une manière, je ne sais pas comment.
Donc au niveau international, on sort moins. On sort moins, mais sinon, on a fait des participations au championnat national, au championnat des nations et aux Coupes du Monde et plusieurs autres compétitions comme la CEDEAO, le côté des filles. Dès que la fille commence avec le temps, c'est le sport, à plus forte raison l'escrime, qui est mal connu par les parents, même par les dirigeants. Donc du coup, côté fille là, même si elle commence, elle ne va pas beaucoup durer dedans, surtout avec le mariage et autres. J'ai découvert l'escrime dans le quartier à travers mes amis qui pratiquent aussi l'escrime. Je me suis engagée depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je pratique le sport. L'escrime est vraiment pour tout le monde, pour les femmes, les vieillards, les enfants, c'est vraiment pour toute catégorie d'âge. Nous en venons à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique. Elle se penche cette semaine sur le thème portant sur la complicité en droit pénal nigérien. Ce thème est développé par Maître Ahmed Maman. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale ? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a trois éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le Code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance. Par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc,
La personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice. Et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas, le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivis pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité. La complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité de la complicité. Donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas l'arme du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet. Et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice. Et on s'est posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction, en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité. C'est une infraction active et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques.
vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, de manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.